Pourquoi vous croyez pas en la théorie de l'évolution? Et là, il me dit, bah parce que c'est pas prouvé. Comment ça, c'est pas prouvé? Bah il me dit, la théorie de l'évolution, le cœur de cette théorie, c'est le code génétique. Le code génétique, c'est comme un immense programme informatique stocké dans une grosse molécule d'ADN et qui permet de faire fonctionner tous les êtres vivants, avec les millions de réactions physico-chimiques qui se produisent dans toutes les cellules. Je dis, oula, attendez, je vais vérifier. Je suis allé m'acheter un livre, La génétique pour les nuls. Attendez. La génétique pour les nuls. Et j'ai vérifié, c'est bien comme ça que ça marche, le code génétique. L'ADN, l'ARN, le ribosome, tout un tas de molécules extraordinairement complexes. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui n'est pas prouvé? Ben il me dit, la théorie de l'évolution voudrait que ce premier code génétique soit apparu spontanément sur la Terre il y a longtemps dans une soupe primitive. Et en fait, depuis 70 ans, les chercheurs essayent de voir apparaître toutes ces molécules, mais en fait, on n'a jamais rien vu apparaître, à part quelques acides aminés, quelques nucléotides, des petites molécules d'une vingtaine, d'atomes, mais pas du tout les énormes molécules qui sont indispensables au code génétique. Je dis, oula, je vais vérifier. Et je suis allé sur Wikipédia. Et c'est ce qu'ils disent sur Wikipédia. En fait, c'est très incertain ce qu'ils disent. Ils ont beaucoup d'hypothèses, beaucoup de conditionnels, mais effectivement, on n'a jamais pu voir apparaître ces grosses molécules complexes. Je lui dis, mais les scientifiques, ils y croient, ils doivent bien savoir. Et là, il me dit, prenons celui qui a découvert l'ADN, le code génétique, Francis Crick, prix Nobel. Et lui, il dit que c'est comme un miracle. L'apparition de la vie, du code génétique. Je suis allé vérifier. C'est vrai. C'est ce qu'il dit, Francis Crick. On dirait que c'est un miracle. Je lui dis, mais les nouveaux scientifiques, là on est en 2020, ils ont bien des réponses, ils doivent savoir. Et là il me dit, ceux qui sont le mieux placés, ce sont les chimistes de synthèse, ceux qui essayent de construire des grosses molécules. Si vous prenez l'un des plus éminents d'entre eux, un des 50 scientifiques les plus influents dans le monde actuellement, James Tour, il dit que ça lui semble impossible. C'est pas vrai. Je suis allé vérifier, c'est ce qu'il dit James Tour. Et je vous invite à aller vérifier sur Internet, si vous comprenez l'anglais, sinon faites-vous aider par quelqu'un. Mais il dit qu'il connaît aucun processus, aucun mécanisme qui pourrait permettre l'apparition spontanée du premier code génétique dans une soupe primitive. Et je lui dis, mais attendez, je connais quelqu'un, moi, j'ai entendu parler, Richard Dawkins. Lui, c'est un athée convaincu, et il dit que... qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs sur l'origine de la vie? Et là, il me dit, oui, Richard Dawkins, je le connais, mais vous savez ce qu'il dit? Il dit qu'il pense que ce sont des extraterrestres qui auraient apporté la première forme de vie sur la Terre. C'est pas vrai. Et j'ai vérifié sur Internet, c'est vrai. Dans une vidéo que vous pouvez trouver, il dit qu'il pense que c'est des extraterrestres. Je dis, mais attendez, mais ça me paraît fou, mais alors ça vient d'où le code génétique? Et là, il me dit, si c'est pas naturel, c'est peut-être surnaturel. Oula, attendez, non. Surnaturel, non. Il y a une autre explication. Je suis allé chez le marchand de journaux, j'ai acheté un autre magazine. Attendez. Aux origines de l'homme. Hors série Le Monde. CNRS édition. Je me suis dit là, je vais trouver la réponse. Je commence à lire. Et là, vous allez pas me croire. Première page. Il semble bien que notre origine doive garder la forme d'un point d'interrogation, derrière lequel chacun reste libre de mettre un dieu, le hasard, un sens ou l'absurde.
vrai, mais... Et là, il me dit, et c'est pas tout. En fait, la plupart de ceux qui ont fondé les sciences modernes croyaient fermement en l'existence de Dieu. Et là, j'ai vérifié, c'est vrai. Galilée, Newton, Kepler, Maxwell, ils étaient tous convaincus de l'existence de Dieu. Et je lui dis, mais et vous? Et là, il me dit, ben moi, je suis un chrétien convaincu. Ça alors? Je me dis, mais la théorie de l'évolution, et les mutations, l'homme descend du singe, vous y croyez pas? Et là, il me dit, non, mais en fait, je serais ravi de vous en parler, mais là, je dois aller m'occuper de ma famille, prendre soin d'eux, mais si vous voulez, on se retrouve dans quelques temps, et puis on en parle. Mais les mutations, ça existe, on l'observe. Alors je suis retourné le voir, et je lui ai dit, ben dis donc, et les mutations, c'est pas une preuve de l'évolution, ça? Et là, il me dit, mais il y a bien des mutations, mais ce qu'on observe, ce sont de petites variations au sein des espèces. Ces variations peuvent être conservées par la sélection naturelle, mais on n'a jamais rien vu apparaître de nouveau dans le code génétique. Comment ça? Ben, et les pinsons de Darwin, c'est pas de la nouveauté? Ben là, il me dit, ben, c'est un bon exemple. Il y a effectivement quelques mutations dans les gènes responsables de la forme des becs des pinsons, mais il n'y a pas une nouveauté, comme par exemple l'apparition d'un bec. Non, simplement une variation mineure d'un élément existant. Ah oui, d'accord. Mais j'ai pensé, les bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques, c'est pas de la nouveauté ça? Et là il me dit, ben non. Là encore, ce qu'on observe, c'est une mutation, par exemple dans le ribosome, qui fait que le ribosome n'est plus sensible à la molécule d'antibiotique. Au départ, la molécule d'antibiotique arrête le fonctionnement du ribosome, donc la bactérie ne peut plus produire de protéines et elle meurt. Et cette petite variation crée une modification mineure dans le ribosome, et de ce fait-là, elle devient résistante à l'antibiotique. Mais pas de nouveauté. Ça alors? Ben, et j'ai pensé, il y a eu une expérience conduite, et on a produit et observé 55 000 générations d'une bactérie. Là, il y a bien dû avoir des nouveautés. Ils en parlent dans les journaux. Et là, il me dit, ben oui, là aussi c'est intéressant. On a effectivement observé 55 000 générations successives d'une bactérie. Au niveau de l'être humain, ça correspondrait à peu près à 1 million d'années. Mais ce qu'on a observé au bout du compte, ce sont des variations mineures, là encore. Par exemple, la bactérie est devenue capable de digérer un autre sucre que ce qu'elle digérait auparavant. Mais aucune nouveauté, aucune nouvelle fonctionnalité. Et j'ai vérifié, c'est vrai. Mais, je me dis, mais, il n'y a pas un seul exemple? Mais pourquoi tout le monde y croit à cette théorie de l'évolution? Et là, il me dit, ben, en fait, tout le monde n'y croit pas. Mais, au bout du compte, ceux qui y croient, est-ce que ce serait pas simplement parce que ils ne veulent pas reconnaître que c'est Dieu qui nous a créés? Oh non. Dieu, non. Alors attendez, la génétique pour les nuls. Il y a un paragraphe là. Ils en parlent sûrement, il y a des réponses. Attendez. Alors, page 260. Je me rappelle. La mutation avec gain de fonction crée un trait ou un phénotype entièrement nouveau. C'est marqué là. Et là, il me dit, oui, c'est marqué, mais quel est le seul exemple qui est donné? Alors, le seul exemple qui est donné. Alors, la nouveauté peut être sans conséquence, dommageable. Par exemple, une nouvelle couleur des yeux. Une nouvelle couleur des yeux, oui. Effectivement, c'est pas vraiment une nouvelle fonctionnalité, ça. Plutôt une variation mineure d'un élément existant. Et il n'y en a pas d'autre? Non. Un petit paragraphe de 10 lignes. Et c'est vrai que, après tout le reste,
il est beaucoup question de maladies génétiques. Et là, il me dit, bah oui, ce qu'on observe, c'est des variations mineures, ou sinon des maladies génétiques. Mais on n'a pas un seul exemple d'une nouveauté qui soit apparue dans le code génétique. On n'a pas une expérience pour prouver que c'est possible. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais presque tout le monde y croit, cette théorie. Mais il doit bien y avoir des preuves. Mais parce qu'on ne sait pas d'où vient le premier code génétique, et on n'a aucune expérience qui nous montrerait l'apparition d'une nouveauté dans le code génétique pour faire passer les organismes d'une forme de vie à une autre. Mais il n'y a aucune preuve. Et là, j'ai pensé, les fossiles, voilà la preuve. C'est pas une preuve, ça? Vous vous rappelez l'ingénieur que j'ai rencontré qui ne croit plus en la théorie de l'évolution de Darwin? Et c'est vrai qu'en discutant avec lui, et en vérifiant ce qu'il disait, j'ai pu constater qu'on n'a aucune preuve que c'est possible que la première forme de vie apparaisse spontanément dans une soupe primitive. On n'a pas non plus de preuve qu'une série de mutations puisse apporter une nouveauté pour faire passer les organismes d'une forme de vie à une autre. Ok, mais à la fin, je me suis dit, mais il y a une preuve de l'évolution. Les fossiles! Alors je suis retourné le voir, et je lui dis, dis donc, les fossiles, c'est pas une preuve de l'évolution, ça? Et là, il me dit, eh ben non. En fait, le problème avec les fossiles, c'est que on n'a pas les fossiles intermédiaires qui seraient une transition entre les différentes formes de vie. On les trouve pas. Et c'est vrai que Darwin avait des doutes à cause de ça. Et j'ai vérifié, c'est vrai. Mais je lui dis, mais depuis, on en a fait des trous. On en a trouvé des fossiles. On les a pas trouvés, ces formes de transition intermédiaires? Et là, il me dit, eh ben non. Prenez par exemple Stephen Jay Gould, un des évolutionnistes les plus éminents. Ben, il disait simplement, au début des années 2000, que ces formes de transition étaient extrêmement rares dans le registre fossile. On les a pas. Et j'ai vérifié, c'est vrai. Mais, je dis, mais, alors si les fossiles ne nous montrent pas les traces de l'évolution, ils nous montrent quoi, les fossiles? Et là, il me dit, ben, il pourrait peut-être bien nous montrer qu'il y a eu un déluge. Comment ça, un déluge? Comment ça, dans la Bible? Non, c'est pas possible. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais j'ai amené un autre magazine, parce qu'un de mes amis m'a donné ce magazine. Attendez voir. Dossier pour la science, l'évolution. Et je l'ai lu. Page 71, vous allez voir. Regardez ce beau diagramme, ce beau schéma. On a quelques fossiles, et puis des traits entre eux, pour montrer l'évolution, les ancêtres, la filiation, tout ça. Alors ça y est, ça. Et là, il me dit, mais je le connais, ce dossier. Il est un peu vieux, mais il est intéressant. Mais regardez bien ce qui est indiqué pour les traits entre les fossiles. Alors, les traits entre les fossiles. Alors, il y a deux types de traits. Les traits pleins, c'est marqué relation probable. Et les traits pointillés, relation hypothétique. Probable ou hypothétique? Et là, il me dit, ben oui, le problème, c'est qu'on les a pas, les formes de transition. Donc, c'est hypothétique, ces transitions. Ça alors? Mais je dis, mais... Et du déluge, on en a des preuves? Et là, il me dit, ben, il y a un sacré paquet d'indices. Par exemple, la première chose à savoir, c'est que pour ce qui est un fossile, il faut un certain nombre de conditions, notamment deux très importantes. Il faut que l'organisme, la plante ou l'animal, soit enfoui vivant sous une grande quantité de sédiments, de boue, et qu'ensuite il y ait au-dessus de lui, au-dessus du site, une énorme pression. Et j'ai dit, ben pourquoi ça parle du déluge? Eh ben, il me dit, mais justement, un déluge, il y a beaucoup d'eau, hop, d'un coup, il y a de la boue qui arrive, qui recouvre les organismes, et puis il y a une grande quantité d'eau au-dessus qui fait une grosse pression, qui permet la fossilisation. Donc c'est un premier indice très très fort. Ben, il y a quoi d'autre comme indice? Et là, il me dit, ben, par exemple,
on trouve des preuves que la fossilisation a bien eu lieu dans des circonstances catastrophiques. Par exemple, on retrouve des animaux qui sont fossilisés alors qu'ils étaient en train de manger ou d'accoucher. Et il me dit oui, c'est pas faux. Mais ils en disent quoi les scientifiques? Et là il me dit, oui, les scientifiques, ils reconnaissent bien qu'il y a bien dû y avoir des catastrophes. Par exemple, ils pensent qu'il y aurait une grosse météorite qui aurait en fait provoqué l'extinction des dinosaures. Parce qu'on les voit, les traces des catastrophes. Oh, ça alors? Oui, mais attendez, les strates, on sait bien qu'elles sont successives de la plus ancienne à la plus récente. Donc ça, on le voit bien dans le registre fossile, dans les strates. Et là, il me dit, oui, il y a bien une sorte comme ça de schéma qu'on retrouve dans plusieurs endroits, mais il y a bien d'autres choses qu'on retrouve. Par exemple, les fossiles vivants. Alors, il y en a qui n'aiment pas ce terme, mais de quoi on parle? En fait, on parle d'espèces qui étaient supposées être les ancêtres d'une espèce suivante, mais qu'on retrouve bien vivantes actuellement. Par exemple, une des plus fameuses espèces, c'est le sélacanthe. C'était un gros poisson qui est considéré, même encore actuellement, comme l'ancêtre des amphibiens et des êtres humains. Mais en fait, on a retrouvé un premier spécimen bien vivant en 1938 au large de Madagascar. Et en fait, des fossiles vivants, on en a plein d'exemples. Donc si ça se trouve, il n'y a pas du tout eu d'évolution. Ça alors? Mais je lui dis, ces strates, on sait bien qu'elles sont là, ça a pris des millions d'années pour faire tout ça, donc du coup, si on ne retrouve que quelques animaux successifs, ça prouve bien l'évolution. Et là, il me dit, écoutez bien, vous allez être surpris, parce qu'on a des exemples récents du fait que les strates peuvent se former très rapidement. Par exemple, au mont Sainte-Hélène, au début des années 1980, il y a eu toutes les conditions pour un mini-déluge, et des strates et des kilomètres de canyons se sont formés en quelques semaines. Ça alors? J'ai vérifié, et c'est encore vrai. Et je lui dis, mais c'est pas possible. On n'a aucune preuve que la première forme de vie ait pu apparaître par hasard dans une soupe primitive. On n'a aucun exemple de mutation qui pourrait faire passer d'une forme de vie à une autre. Et dans le registre fossile, on n'a pas non plus les formes de transition qui pourraient nous prouver l'évolution. Mais pourquoi beaucoup de gens y croient à cette théorie? Et là, il me dit, vous allez être surpris, mais durant l'histoire de cette théorie de l'évolution, il y a eu beaucoup de mensonges. Comment ça, des mensonges? Et là, il me dit, en fait, beaucoup de gens ont voulu apporter des fausses preuves pour faire croire en l'évolution. Ils ont falsifié des éléments qu'ils avaient trouvés, ils les ont maquillés, et ils ont voulu venir comme ça pour dire qu'ils avaient trouvé une preuve de l'évolution. Et beaucoup de gens les ont cru. Ça alors? Mais vous avez des exemples de ça? La possibilité de l'apparition naturelle de la vie n'est pas prouvée. Que la possibilité d'apparition de nouvelles fonctionnalités dans les organismes par les mutations n'est pas prouvée non plus. Et qu'en plus, on ne voit pas les traces de l'évolution dans les fossiles. Alors à la fin, je lui demandais, mais comment ça se fait que tant de gens y croient à cette théorie? Et là, il m'avait dit, il y a plusieurs raisons. Une de ces raisons, c'est que depuis 150 ans, plusieurs sont venus en prétendant avoir trouvé des preuves de la théorie de l'évolution, et en fait, c'était des mensonges. Mais beaucoup de gens les ont crus. Alors je suis retourné le voir, et je lui ai dit, mais dis donc, avant d'accuser quelqu'un de mentir, il faut des preuves? Vous avez des preuves de ça? Et là, il me dit, il y en a pas mal. On pourrait commencer par un des plus gros mensonges, qui est la théorie de la récapitulation du biologiste Haeckel. On est dans les années 1850, et Haeckel a prétendu que les embryons des différentes espèces reproduisent au cours de leur développement les différents stades de l'évolution de leur espèce. Et pour ça, il a diffusé partout des dessins qui montraient ces différents embryons. Mais on s'est rendu compte petit à petit que cette théorie était complètement fausse. En fait, la plupart des organismes n'ont pas dans leurs embryons les différents stades de leur soi-disant histoire évolutive. Mais pire que ça, on s'est rendu compte que Haeckel avait volontairement truqué ses dessins. Et il avait trompé tout le monde. Et ce qui est tragique,
c'est que pendant plus de 100 ans, ces dessins et cette théorie s'est retrouvée dans les manuels scolaires du monde entier et que ça a beaucoup contribué au fait que cette théorie de l'évolution a été acceptée. Et c'était une fraude complète. Et j'ai vérifié, c'est absolument vrai. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez vous reporter à l'article de New Scientist du 6 septembre 1997 où vous verrez tout ça. Incroyable. Et je lui dis, mais vous avez d'autres exemples? Et là, il me dit, il y en a beaucoup. Par exemple, on pourrait parler de l'homme de Piltdown. Là, on est en 1912, quand un groupe de paléontologues prétendent avoir trouvé le fameux chaînon manquant entre le singe et l'homme. Ça s'est diffusé partout, et là aussi ça s'est retrouvé pendant 40 ans dans les manuels scolaires du monde entier. Mais on s'est rendu compte dans les années 1950 que c'était totalement faux, et non seulement ça, mais que c'était une supercherie qui avait été fabriquée de toutes pièces. On avait pris des ossements d'êtres humains et d'orang-outans, on les avait limés, on les avait traités chimiquement pour qu'ils apparaissent plus vieux, et ça a trompé tout le monde pendant plus de 40 ans. Incroyable. Et j'ai vérifié, c'est vrai. Et là, il me dit, et moi, par exemple, j'ai assisté dans les années 1990 à une conférence d'un paléontologue qui prétendait avoir en fait trouvé un ancêtre commun entre le singe et l'homme. Il nous disait qu'en fait, l'homme ne descendait pas du singe, mais d'un petit animal dont il avait retrouvé 3 petites dents. Ça alors. Et oui, et moi, vous comprendrez que beaucoup de gens soient sceptiques quand on veut dire qu'on connaît beaucoup de choses à partir de quelques petits bouts d'os. Incroyable. Bon, ça d'accord, mais c'était des anciens exemples. Est-ce que vous avez des exemples plus récents? Et là, il me dit, il y en a pas mal. Par exemple, on entend beaucoup parler de soi-disant organes vestigiaux. Alors de quoi s'agit-il? Ce seraient des organes qu'on retrouve dans les espèces actuelles et qui ne seraient en fait que des vestiges des ancêtres de cette espèce, mais qui ne seraient plus utiles actuellement. Par exemple, on retrouve quelques os dans le squelette des baleines et certains prétendent que ce sont en fait des restes qui ne servent plus à rien, des pattes qu'avait le mammifère qui serait l'ancêtre des baleines et qui serait ensuite allé dans l'eau pour se évoluer progressivement en baleine. Mais en fait, on s'est rendu compte que ces os étaient tout à fait utiles à l'accouplement des baleines, à la reproduction. Donc là encore, c'est tout à fait faux. Ça alors, j'ai vérifié, et c'est encore vrai. Et je lui ai dit, mais vous avez d'autres exemples? Et là, il me dit, oui, bien sûr, on pourrait par exemple parler des organes qui sont soi-disant mal faits dans la nature. Par exemple, l'œil humain. Tout le monde reconnaît que c'est une merveille de technologie, mais il se trouve que la lumière, dans l'œil humain, traverse certains éléments avant d'atteindre les photorécepteurs qui sont au fond de l'œil. Et certains disent, c'est mal fait, parce que si on regarde les yeux des pieuvres, qui sont très semblables à ceux des humains, ils n'ont pas ce défaut où la lumière doit traverser certains éléments. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les deux sont des merveilles. Mais l'œil humain, pourquoi est-ce qu'il a ces éléments que la lumière doit traverser? C'est parce que ces éléments filtrent les ultraviolets qui sont dans la lumière. Et s'ils n'étaient pas là, les photorécepteurs seraient grillés au fond de l'œil. Alors que les pieuvres, qui vivent dans l'eau, n'ont pas besoin de ça. Parce qu'en fait, l'eau filtre les ultraviolets. Donc en fait, ce sont dans les deux cas des merveilles de la nature. Ou peut-être même, devrais-je dire, des merveilles de Dieu. Ah non, vous n'avez pas encore parlé de Dieu, pourquoi est-ce que vous parlez de Dieu tout le temps? Et là, il me dit, en fait, prenons l'organisme vivant le plus simple qui existe. C'est une bactérie. Il se trouve que cette bactérie est plus complexe et plus ingénieuse que tout ce que l'homme a fabriqué. Tellement ingénieuse que finalement, l'ingénieur qui l'a conçue devait être très 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 ingénieux. Et même la Bible prétend qu'il s'appellerait Dieu. Vous prétendez que la bactérie la plus simple au monde est plus complexe que tout ce que l'homme a fait. Vous pourriez me le prouver, ça? Que l'organisme vivant le plus simple qui existe est plus complexe que tout ce que l'homme a fabriqué. Alors je suis retourné le voir et je lui dis, dis donc, comment ça c'est plus complexe? Et là il me dit, oui, depuis que l'homme s'est fabriqué des microscopes suffisamment puissants, on se rend compte des prodiges qui sont dans la nature. Par exemple, si on prend le flagelle qui permet aux bactéries de se déplacer.
ce flagelle, il est actionné par un moteur électrique qui est équivalent au moteur électrique performant qu'on sait fabriquer maintenant. Il est fabriqué par une quarantaine de protéines qui s'assemblent, qui traversent la membrane de la cellule et qui ensuite s'assemblent les unes derrière les autres pour constituer ce flagelle absolument incroyable. Et j'ai vérifié, c'est vrai. Et moi j'ai un master en électrotechnique, et c'est vrai que ce moteur, avec son rotor, son stator et tous ses composants, c'est une merveille qui tourne à des milliers de fois par minute dans un sens et dans l'autre. C'est extraordinaire. Et là il me dit, oui, et en fait il y a bien plus que ça dans la nature. Si vous prenez l'organisme vivant le plus simple qu'on connaisse, qui est une bactérie, à elle seule, elle est plus complexe et plus ingénieuse que tout ce que l'homme a pu fabriquer. Cette bactérie, si on regarde à l'intérieur, on y verra des centaines de protéines différentes. Des protéines qui agissent dans une dizaine de domaines. Des protéines de régulation qui vont accélérer ou ralentir les réactions chimiques. Des protéines qui sont de la signalisation pour détecter les signaux de l'extérieur. Des protéines qui vont être des protéines motrices, comme notre fameux flagelle qu'on a regardé. Des protéines qui vont être des protéines de défense, comme par exemple les anticorps, pour que la bactérie puisse tuer les agents extérieurs qui voudraient la détruire. Et enfin, des protéines de stockage, et aussi des protéines de transport. C'est incroyable, on voit dans une bactérie, une construction en direct live de sortes de filaments. Et sur ces filaments, on observe des sortes de robots qui marchent littéralement sur ces filaments pour acheminer d'autres éléments au endroit où c'est nécessaire. Et c'est donc une véritable usine d'une complexité incroyable, avec des millions de réactions chimiques qui se produisent sans arrêt, tout cela coordonné par le code génétique qui est dans cette énorme molécule d'ADN. C'est un vrai prodige. Et là où ça dépasse vraiment la capacité humaine, par exemple, sur ces filaments, ils sont construits et ensuite désassemblés pour éviter que la bactérie soit trop rigide. C'est déjà un prodige, mais il y a encore bien plus. Cette bactérie la plus simple qui existe, elle est capable donc de se déplacer pour aller chercher elle-même sa nourriture, faire entrer la nourriture à travers la membrane et se nourrir. Elle est capable de se soigner elle-même. Et elle est capable de se reproduire identique à elle-même. C'est un prodige qui dépasse la capacité humaine. Mais c'est incroyable. Mais c'est fabuleux, mais c'est Dieu qui a fait ça. Mais Dieu existe. Mais c'est fabuleux. Mais c'est dingue. Et là, il me dit, et oui, et permettez-moi de vous partager un premier verset qu'on trouve dans la Bible, qui dit la chose suivante. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ça crée plusieurs heures.